Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Le matin du lundi 22 avril 1901, le sieur Bouvet, excédé par les aboiements de son chien depuis au moins 1 heure, se lève. Il fait nuit noire. Qu'est-ce qui peut bien faire aboyer cette sale bête ? Il s'arme d'un marteau, on ne sait jamais, et sort de chez lui. La femme Bouvet suit avec une lampe. Il se dirige vers la ferme de leurs voisins, les Brières. C'est la première à gauche à l'entrée du village. Elle occupe un vaste quadrilatère au bord de la route qui traverse Corancé, 270 habitants, à 10 km au sud de Chartres. Les Bouvet découvrent Édouard Brière, 43 ans, étendu devant le portail de sa ferme. C'est lui qui gémit. Il est amoché, on dirait qu'il s'est battu. Bouvet essaie de l'aider à se relever, mais n'y parvient pas. Il va chercher un autre voisin nommé Baron. Tous deux le soulèvent et le portent presque pour le ramener chez lui. Mais il ne veut pas. Il demande qu'on le dépose dans l'étable. Ils font comme il veut. Puis les voisins s'approchent de la maison Brière pour demander de l'aide aux enfants, à Flora, l'aînée, qui tient lieu de mère à ses frères et sœurs depuis la mort de Madame Brière. Il y a Baron, Bouvet et Lupin, un autre voisin alerté. Ils frappent, mais personne ne répond. On est au cœur de la nuit. Ils frappent encore, puis pénètrent dans le logement de la famille Brière. Et c'est le début d'une sale affaire. Dès qu'ils franchissent le seuil de la première pièce, ils ne peuvent retenir un cri d'horreur. Il y a du sang partout. Sur un lit de la pièce principale gît le cadavre ensanglanté du petit Laurent, 9 ans. Sa tête est fracassée. Son sang a inondé les draps, giclé sur les murs et le plafond. Dans la seconde pièce, le tableau est plus épouvantable encore. Béatrix, 12 ans, et Laure, 6 ans, sont étendues sur le grand lit, les bras repliés devant leur tête. Elles ont le crâne défoncé. Le visage de la petite Célina, 4 ans, dans son berceau, est d'un blanc qui tranche avec le rouge de son oreiller. Les voisins sont tétanisés d'horreur. Ils restent là à contempler les enfants morts, assassinés, ils le voient bien. Puis ils réagissent. Il manque Flora, l'aînée. Où est-elle ? Est-elle vivante ? L'un d'eux s'avance, et entre les deux lits, devant l'armoire et la commode, sous un tas de vêtements, il aperçoit un autre corps. Il reconnaît les épais cheveux. Les 5 enfants Brière ont été sauvagement assassinés. Ils sont tous morts. Quand les 2 voisins reprennent leurs esprits, c'est pour courir chez le maire, M. Martin. Celui-ci fait aussitôt prévenir le parquet de Chartres et un médecin, le docteur Bouchard. À 7 heures, il est sur place. Il se rend au chevet du père Brière qu'on a transporté dans une pièce abandonnée où on a dressé un lit provisoire. Si les enfants ont été frappés avec une violence inouïe, il n'en va pas de même pour le père. Les plaies à la tête, à la poitrine, au dos, ne sont pas très profondes. À 9 heures, il peut donc faire le récit de son agression en présence de M. Voisin, procureur de la République, M. Delvaille, substitut, et M. Cornu, juge d'instruction. Voici sa version des faits, selon le Petit Parisien, notre guide dans cette sale affaire, du 23 avril 1901. Après avoir dîné en famille le dimanche soir, Édouard Brière quitte son domicile vers 8 heures. Il ferme à clé le grand portail qui ouvre sur la route et part faire une partie de cartes avec ses amis du café Sauger-Marchais. Flora est chargée de coucher les petits. Brière quitte le café vers 11 heures et rencontre un voisin, Pierre Hertot. Ils s'en vont ensemble goûter le vin nouveau. Ce n'est qu'à 1 heure du matin que Brière rentre chez lui d'un pas peu assuré. Il ouvre et referme derrière lui le grand portail et se dirige vers la porte de l'étable. C'est alors qu'un individu coiffé d'un béret et armé d'un couteau se jette sur lui. Il tente de saisir l'arme, mais l'agresseur parvient à le frapper 1 fois, 2 fois,
3 fois. Brière se débat et parvient à attraper l'homme à la gorge. Il roule dans le fumier étendu dans la cour. Malgré ses blessures, Brière semble avoir le dessus, mais voilà qu'un second individu surgit. Il le frappe entre les 2 épaules. Brière, la chaleur prise, et perd connaissance. C'est la fraîcheur de la nuit qui le réveille, probablement vers 3 heures du matin. Il appelle à l'aide, mais personne ne vient. Il se traîne péniblement vers la grande porte et recommence à crier. C'est là que ses voisins, Baron et Bouvet, alertés par ses cris, l'ont trouvé. Brière fournit le signalement des assassins immédiatement transmis par télégramme à toutes les brigades de gendarmerie du département d'Eure-et-Loir. Déjà, les gendarmes de la Bourdinière et ceux de Chartres battent la campagne, fouillant taillis et fourrés. En vain pour l'instant. Les magistrats, de leur côté, commencent leur enquête et visitent les lieux du crime. Le cadavre du chien de garde, Ravachol, attire leur attention. Il est petit, noir et très vigilant d'après les voisins. Monsieur Vinceau, vétérinaire au 4e escadron du train des équipages, va procéder à son autopsie. Sa chaîne était attachée au pilier du hangar près de la porte du potager. À cette porte, il manque aujourd'hui une planche. Est-ce par là que les assassins se sont introduits dans la ferme ? Les magistrats se penchent également sur un baquet placé près de la pompe. Il contient de l'eau teintée de sang. Les assassins sont-ils venus s'y nettoyer une fois leur crime accompli ? Le médecin légiste commis par le parquet affirme qu'il a recueilli au fond des débris de matière cérébrale et d'épais caillots de sang. Le vol semble être le mobile des crimes. En effet, le fermier tenait en réserve dans un tiroir de commode la somme de 1580 francs représentant les économies de la famille. Et on n'a pas retrouvé cet argent. Dans l'après-midi, on dresse une grande table en plein air au milieu de la cour. C'est une planche et 2 tréteaux sur lesquels le docteur Dudefay doit procéder à l'autopsie des 5 enfants Brière. Le journal Le Petit Parisien évoque les 5 petits corps ensanglantés dont la nudité pâle se détache sous la chaude lumière du soleil et le scalpel impitoyable du médecin. Aux côtés du praticien, un jeune gendarme muni d'une aiguillée de fil recoue en hâte ses frêles cadavres, interrompant à maintes reprises sa lugubre besogne pour essuyer une larme qui revient toujours malgré les efforts du brave garçon, impuissant à réprimer une douleur bien compréhensible et bien naturelle. D'où le journaliste tire-t-il cette description ? Je ne sais pas, puisqu'il précise au paragraphe suivant qu'on ne peut entrer dans la ferme dont les issues sont closes et les portes gardées par les gendarmes qui ont peine à éloigner les importuns et les curieux comme lui. On commence à échafauder des suppositions. D'après le récit d'Édouard Brière, les assassins seraient au moins 2. Dans le pays, on soupçonne déjà d'anciens ouvriers employés pour le battage mécanique. Il est évident que les coupables connaissent parfaitement les habitants, et le chien qu'ils ont réussi à maîtriser sans qu'il donne l'alarme. Entre l'agression de Brière et l'intervention des voisins, il s'est tout au plus écoulé 3 heures. Mais ce qui est étrange, c'est que l'ami qui a reconduit le père chez lui n'a pas entendu de bruit de lutte ou ses appels. Pourtant, les agresseurs se sont jetés sur lui au moment où il a à peine franchi 20 ou 30 mètres après le portail d'entrée. Le portrait que les habitants de Corancé font du père est contrasté. Certains le décrivent comme un excellent père de famille. D'autres prétendent au contraire qu'il aime boire un peu et qu'il devait être pris de boisson dimanche soir lorsqu'il est rentré chez lui. Le journaliste conclut en disant qu'en réalité, on ne sait rien de précis et qu'il convient de conserver une sage réserve jusqu'à ce que l'enquête ait un peu plus approfondi le mystère enveloppant la tragédie de Corancé. Il a quand même réussi à remplir 3 colonnes à la une, ça n'est pas si mal pour un premier article. Brière est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Chartres. Son état n'est pas inquiétant. Le parquet de Chartres quitte Corancé le lundi 22 vers 9 heures du soir. Il est de retour dès le lendemain. Devant la maison du crime, il y a foule. Beaucoup de Chartrains viennent se joindre aux habitants de Corancé et des hameaux voisins, et tous discutent avec animation. Un groupe retient plus particulièrement l'attention, celui de la famille.
Le fermier a 4 frères et une sœur. Celle-ci tient une confiserie rue de Ménilmontant à Paris. Germaine Brière se trouvait chez elle. C'est pourquoi elle a échappé à la tuerie qui a décimé ses frères et sœurs. Le parquet souhaite procéder à l'interrogatoire de divers témoins. Parmi eux, Bouvet, voisin de la ferme Brière. Il explique que son chien l'a réveillé vers 1h30 du matin la nuit du crime. Il a tenté à plusieurs reprises de faire taire l'animal. Ce n'est qu'à 3h qu'excédé et vaguement inquiet, il s'habille et sort pour comprendre ce qui le fait aboyer. Il entend alors des appels au secours en provenance de la ferme Brière. Il s'en approche, restant sur ses gardes. Puis il distingue clairement la voix de son voisin. Il l'appelle. Alors Bouvet s'approche et tente de le relever. Il n'y parvient pas et décide de demander de l'aide à Florentin Baron qui demeure en face de la ferme. À eux deux, ils soulèvent Brière et le transportent dans la cour de la ferme. Ils s'apprêtent à le faire entrer dans la maison pour l'allonger sur son lit, mais il demande à être étendu dans l'écurie. Les 2 hommes font comme il veut. Alerté, un autre voisin, M. Lupin, s'arme d'un gourdin et entre dans la maison. Il ouvre facilement la porte et découvre 2 cadavres d'enfants étendus tout sanglants sur le lit. Il ne va donc plus loin et sort de la maison en hurlant. Ce Lupin, c'est lui qui a raccompagné Brière très tard la veille au soir jusque sa maison. Il est formel. Il n'y avait alors rien d'anormal. Tout était calme. Aucune lumière ne brillait dans la maison. Il a donc quitté tranquillement son voisin pour rentrer chez lui. Il n'a entendu aucun bruit de lutte, aucun cri, alors que Brière prétend avoir été attaqué. Aussitôt Lupin partit. Les premiers éléments d'enquête font apparaître que la clé de la maison, rangée entre 2 pierres du perron, est toujours à sa place. Que les 1 500 francs récemment encaissés par Brière et déposés dans un tiroir de la commode ont disparu. Que Brière, qui prétend avoir reçu un coup de masse à la tempe gauche, ne porte aucune ecchymose, aucune marque de coup. On s'étonne que le chien de Bouvet n'ait aboyé qu'à partir d'1h30, et pas au moment où Brière dit s'être battu avec ses agresseurs. Le docteur Dudefay, qui a procédé à l'autopsie des 5 enfants, est frappé par la forme des blessures. Selon lui, le meurtrier a employé une arme lourde, à manche court, mais bien en main, une masse par exemple. Or, en fouillant une étroite logette creusée dans le mur au-dessus de la couchette de la petite Céline, on trouve, à demi dissimulée sous des papiers, une masse en fer sur laquelle on aperçoit encore des traces de sang. C'est sans doute l'arme du crime dont l'assassin a pris soin de nettoyer les traces de sang. Dans la cour, on découvre aussi un sac de toile sous des fagots entassés. Voici à présent le pire pour Brière. Après l'assassinat des enfants, l'assassin a vidé par terre le contenu d'une grande armoire et d'une commode. Il a aussi renversé un encrier dans un tiroir dont le contenu s'est répandu sur le linge entassé sur les cadavres. On pense qu'il s'est ensuite lavé les mains dans le baquet près de la fontaine. Il a pu facilement se débarrasser du sang et des débris de cervelle qui souillaient ses mains, mais l'encre est plus tenace. Elle a résisté au lavage. Or, coïncidence au moins étrange, en examinant lundi soir avec attention les mains de Brière, le médecin légiste y a vu des taches d'encre. Le père ne peut expliquer la présence d'encre sur ses mains. Les magistrats décident de faire sortir Brière de l'hôpital pour une reconstitution sur place. En attendant, ils font fouiller la ferme et les alentours par des ouvriers. Armés de fourches, ils retournent le fumier étendu en couches épaisses dans la cour. Vers 3h, ils découvrent un gilet de travail dont la manche droite est trempée de sang. Peu après, c'est un couteau qu'ils mettent au jour. Sa lame est aiguisée mais la pointe émoussée, et même brisée. Quand à 4h, une voiture s'arrête devant la porte principale de la ferme, la foule se précipite. On se bouscule pour apercevoir Brière qui se tient assis dans la voiture à côté d'un infirmier de l'hôpital. Le procureur de la République sort en toute hâte de la voiture et l'infirmier soutient le blessé et le protège contre l'indiscrétion. Le journaliste du Petit Parisien parvient quand même à voir une tête enveloppée de bandages, un teint basané, un visage affreusement pâle, un œil éteint. Les frères et sœurs de Brière demandent à l'accompagner dans la maison, mais le procureur de la République refuse.
Le juge d'instruction, M. Cornu, l'interroge sur son agression. 3 gardiens de la paix en civil miment la scène d'après ses indications. Il confirme que le gilet de travail découvert lui appartient bien, mais ne sait pas pourquoi la manche est ensanglantée. Pour le couteau, il ne sait pas s'il lui appartient, ils se ressemblent tous. Puis on le confronte à ses enfants morts, autopsiés, étendus nus et encore souillés de sang sous un drap. Le journaliste n'est pas présent. Pourtant, il sait que les magistrats attendent un mot de regret ou de désespoir. Des larmes peut-être. Mais le père ne pousse qu'un long cri qui ne les satisfait pas. L'œil reste sec, la voix sonne faux, rapporte M. Labiche, président du tribunal civil. C'est lui sans doute qui a donné tous ces détails aux journalistes. Dès le lendemain, Édouard Brière est arrêté et accusé de l'assassinat de ses enfants. L'esprit se refuse à admettre une hypothèse aussi odieuse, mais hélas, les témoignages matériels sont là, déconcertants, évidents et palpables, affirme le journaliste. À Corancé, on est moins affirmatif. Brière adorait ses enfants, déclare le maître d'école et le maire. Le 24 avril, les 5 victimes sont mises en bière en présence de la famille. Les cercueils sont en chêne et munis de poignées en fonte argentée. C'est la mairie qui les a fait fabriquer par le charron et le charpentier du pays. Sur chacun d'eux, on a posé une petite croix. Germaine, la seule des enfants Brière encore vivante, est arrivée à Corancé peu avant le départ du cortège funèbre pour l'église. À 10 heures, les cercueils sont sortis dans la cour de la ferme et exposés à l'endroit même où a eu lieu l'autopsie. Pendant une demi-heure, les habitants ainsi que des visiteurs de toute la région défilent lentement devant eux pour un dernier hommage. Mais le père Brière, lui, n'est pas là. Il est en prison. Le cortège qui s'ébranle ensuite est impressionnant. Des garçons et des filles tout de blanc vêtus ouvrent la marche, portant des bannières. De part et d'autre, des pompiers forment une haie. Derrière les enfants, l'évêque et le clergé de Chartres. Le seul drap mortuaire que possède la commune recouvre le cercueil de Flora, porté par 4 femmes. Les 4 autres sont nus et disposés sur des brancards improvisés par le menuisier. Ce sont des enfants qui les portent. Ils sont graves et tristes, à l'image de la population endeuillée. Sur l'une des nombreuses couronnes de fleurs, on peut lire « Les enfants de Corancé à leurs petits camarades ». À 11 heures, on arrive devant l'église. L'intérieur est tendu de noir. Il y a là le représentant du préfet, le député, le conseiller général et les maires de toutes les communes avoisinantes. Tous sont émus quand passent devant eux les petits cercueils. La cérémonie est longue et émouvante. Beaucoup y assistent de l'extérieur, car l'église est trop petite pour tant d'affluence. Les enfants sont ensuite inhumés dans une vaste tombe creusée à côté de celle de leur mère, décédée à 33 ans, 3 ans plus tôt. Au bord de la fosse, les discours commencent. Tous réclament une justice rapide et sévère. Dans l'assemblée qui se disperse et rentre ensuite au village, on cause et on discute. Chose étrange, pas une voix ne s'élève contre le père accusé des horribles crimes. On le plaint au contraire. Quelle tristesse qu'il soit absent pour le dernier hommage rendu à ses enfants qu'il aimait tant. Personne ne veut accepter l'hypothèse des magistrats, car elle déconcerte et renverse toutes les théories sur la famille que conçoivent ces gens-là. Mais comment cet homme, ce père accusé d'un tel crime, ne pousse-t-il pas des cris capables d'émouvoir et de lui mériter la sympathie de tous ? Ceux qui le défendent encore prétendent qu'il est affaibli et malade, que ses blessures le font beaucoup souffrir. Il ne mange plus depuis son incarcération. Il s'enferme dans un mutisme total. Il n'a pas encore été interrogé par le juge d'instruction, M. Cornu, car il n'a pas encore choisi d'avocat. Mais les pièces à conviction se trouvent désormais au greffe du tribunal de Chartres. Il s'agit d'une lampe sur laquelle on a trouvé des taches de sang, des registres et papiers, un mémoire, des draps, le gilet, le couteau et la massette qui auraient servi au crime.
Les suppositions quant au mobile du crime vont bon train. L'une d'entre elles à la faveur du public et, semble-t-il, de la magistrature. Depuis 2 ans, Brière, qui est veuf, a une relation avec une femme du village âgée de 25 ans, mademoiselle Lubin. On dira bientôt que cette relation est antérieure au décès de madame Brière. Le père de cette femme ne voulait pas de Brière pour gendre à cause de sa trop nombreuse famille et de son manque de fortune. Brière aurait-il voulu se débarrasser de ses enfants pour se marier et plaire à son futur beau-père ? En supprimant ses enfants, il aurait fait de ceux qu'il aurait eus avec sa nouvelle femme ses seuls héritiers. Mais on sait qu'il n'a pas tué tous ses enfants, puisque la jeune Germaine résidait à Paris. Une preuve accablante vient mettre de l'eau au moulin de la culpabilité de Brière. Les magistrats auraient mis la main sur une lettre de Brière à sa fille Germaine qui lui demande de rentrer à Corancé quelques jours plus tôt. On suit cependant d'autres pistes. Celle d'un individu à mauvaise mine qui, le lundi du drame, s'est présenté la figure ensanglantée à la gare de Voves. Celle d'un vagabond dépenaillé et coiffé d'un béret arrêté sur la place des Éparts et dont les vêtements étaient tachés de sang. Aucune n'aboutit. On a aussi raflé et interrogé des trimardeux, ces hommes sans domicile fixe qui vont de village en village et qui vivent de petits travaux, souvent très mal. Mais en vain. On entend encore un certain Charles Tirard, manouvrier, égaré le soir du drame, et qui se trouvait aux environs de Corancé vers 1h du matin. Et on dépouille les nombreuses lettres anonymes reçues par le procureur et le juge d'instruction. Dans l'une d'entre elles, un cheminot anonyme s'accuse d'avoir tué les 5 enfants et manifeste des regrets de ne pas avoir aussi assassiné le père. Les enquêteurs suivent donc plusieurs pistes, dont une très malsaine. Le quotidien L'Intransigeant reçoit une lettre anonyme qu'il publie le 27 avril. C'est une fausse dénonciation, bien sûr, mais elle est symptomatique du climat qui règne alors en France. Souvenez-vous, l'affaire Dreyfus, qui s'est terminée par la grâce 1 an et demi plus tôt du capitaine faussement accusé, a libéré la parole antisémite. Il n'est pas rare de lire dans les journaux anti-Dreyfusards les mots « youpin » ou « youtre » pour désigner les Juifs. La grâce du capitaine a en effet exacerbé la haine que la condamnation avait satisfait. On ne s'étonnera donc pas que l'auteur de cette lettre anonyme prétende que le quintuple assassinat des enfants Brière est un meurtre rituel. Des Juifs ont tué ces petits chrétiens pour pétrir le pain azime de la Pâque juive. Ils ont récolté leur sang pour le vendre à bon prix dans les synagogues. Et bien sûr, ils ont volé l'argent. Ce tissu de calomnie s'étale sur 2 colonnes en première page. Il démontre que l'antisémitisme est extrêmement actif en France en ce début de XXe siècle. Le journaliste fait heureusement part de sa stupéfaction et met en doute l'authenticité de la lettre. Quand même. Le 27 avril, le crime de Corancé ne fait plus la une du Petit Parisien. On le trouve en page 2. L'article annonce que Brière va être interrogé en présence de son avocat, maître Duparc. Fera-t-il des aveux complets ? Laissera-t-il entrevoir à quel mobile il a obéi en assassinant ses 5 enfants ? Pendant 4 heures, Brière répond aux questions du juge Cornu sur son emploi du temps le jour du crime. Il détaille tout, heure par heure, sans se laisser embarrasser. Il renouvelle le récit de son agression. Pour le gilet ensanglanté, il déclare que le sang vient de ses blessures reçues au cours de sa lutte contre ses agresseurs. Mais il ne sait pas pourquoi il se trouvait sous le fumier. Le couteau, par contre, ne lui appartient pas. Il ne peut donc pas expliquer sa présence dans la cour de la ferme. Une commerçante de Corancé prétend pourtant lui avoir vendu un couteau semblable. Vous vous demandez peut-être comment les journalistes obtiennent tous ces détails. Car enfin, ils ne sont pas présents dans le cabinet du juge d'instruction. Une phrase glanée dans le Petit Parisien du 29 avril nous permet de comprendre que les magistrats instructeurs, sans qu'on sache précisément lesquels, parlent avec les journalistes
et leur font part de leurs soupçons. L'un d'entre eux justifie ainsi la mise en accusation de Brière. Le coupable devait connaître les habitants de la maison et leurs habitudes. Malgré le violent combat entre Brière et ses agresseurs, il n'y a pas trace de lutte sur le fumier de la cour. La clé qui aurait dû servir à l'assassin pour ouvrir la porte se trouve dans son logement et n'a donc pas été utilisée. Le voisin Lubin n'entend rien de la bagarre entre Brière et ses agresseurs alors qu'il se trouve encore dehors. Les 10 agresseurs laissent en vie Brière au risque d'être décrits et reconnus par lui. Brière, quand il sort de son évanouissement de près de 2 heures alors qu'il n'est que superficiellement blessé, se traîne vers la route. Pourquoi ne pas se diriger vers sa maison où sa fille Flora pourrait le secourir? Pourquoi des taches d'encre sur ses mains? Les pourquoi se multiplient, tout s'acharge contre le père. Cependant, on n'a aucune preuve formelle contre lui. Dans les jours qui suivent, le crime de Corancé se trouve soit en une, soit en deuxième page du Petit Parisien. Les faits et gestes de Brière sont rapportés. Quelle visite il reçoit en prison, quand il va voir le juge d'instruction, ce qui se dit dans le cabinet, mais aussi de quel pas il marche dans la cour de la prison, s'il mange ou pas de bon appétit. Par exemple, on apprend que le 3 mai, il a mangé de la soupe et un beefsteak, parce que sa famille lui a envoyé de l'argent. En prison, en effet, tous les prisonniers ne sont pas soumis au même régime. Pas d'argent, pas de beefsteak. Il a demandé et obtenu des livres de la bibliothèque de la prison, mais il s'est contenté de regarder les images. Il a aussi écrit à sa sœur pour lui demander des nouvelles de la santé de sa fille survivante, Germaine, qui vit avec elle. Encore une fois, on est surpris par la précision des détails fournis par les journalistes. Dans les jours suivants, ils reproduisent même le texte exact de la correspondance de Brière avec ses frères et sœurs. On en conclut qu'elle passe entre leurs mains. Côté enquête, il est désormais établi, grâce à l'analyse du contenu de l'estomac des enfants, que les crimes ont eu lieu entre minuit et 1 heure du matin, et qu'ils ont probablement été frappés pendant leur sommeil par un seul individu. La massette retrouvée dans la chambre des enfants, bien que lavée et ne portant pas de traces suspectes, peut être l'arme du crime. Elle a tué chaque enfant d'un seul coup, sauf Flora l'aînée, frappée post-mortem au cœur. Le 8 mai, on extrait Brière de sa cellule pour le conduire dans le bureau du juge d'instruction. En traversant la salle des pas perdus, l'inculpé obtient un véritable succès de curiosité. Quelques personnes, parmi lesquelles une douzaine de dames, au courant des usages du palais de justice, se sont faufilées dans les couloirs conduisant de la prison au cabinet de M. Cornu pour voir de près celui sur qui pèsent si lourdement les présomptions du quintuple assassinat. Le juge l'interroge pendant 4 heures. Il lui fait mimer la scène de l'agression. Brière s'exécute, mais se dit toujours innocent. Le lendemain, encore 2 heures d'interrogatoire. Puis c'est au tour des habitants de Corancé de défiler dans le cabinet du juge. Ils témoignent en majorité contre Brière. De plus, les gendarmes qui fouillent toujours la ferme et les environs découvrent un sac de toile taché de sang et une pièce de charrue, un coutre, qui pourrait être l'arme du crime. Il est taché de sang et d'encre. En l'absence de témoins, de preuves et d'aveux, l'instruction est exceptionnellement longue pour l'époque, plus de 8 mois. Quand le 16 décembre 1901, le procès de Brière s'ouvre devant la cour d'assises d'Eure-et-Loir, tout le monde à Corancé et ses environs le croit coupable, alors qu'on le disait bon père au lendemain du drame. Ni les charges, ni le discours de Brière n'ont changé. Tout l'accable, mais il se dit innocent. Il faut bien convenir qu'il est difficile de se prononcer sur le mobile du quintuple meurtre. Est-ce en raison de sa situation financière désespérée? Difficile d'établir un lien avec la mort des enfants. Mais le procès va faire la lumière sur tous ces points, assure le journaliste du Petit Parisien.
qui promet aussi de rendre compte des débats jour par jour. Le journaliste parisien, cependant, commence par se plaindre. Jamais il n'a vu salle de tribunal aussi petite. On y loge à peine 300 personnes. La presse occupe à elle seule la moitié du prétoire. Or, dès le matin, une foule compacte s'amasse aux abords de la cour d'assises. Le service d'ordre, assuré par la gendarmerie et un escadron de cuirassiers, a fort à faire. En ce premier jour, on tire au sort les jurés. On liste les témoins. 49 pour l'accusation, 43 pour la défense. Brière est interrogé par le président qui se montre très partisan, contrairement à toute déontologie. Un fait nouveau apparaît en défaveur de l'accusé. Quelques années plus tôt, il aurait mis le feu à sa propre grange pour toucher l'assurance. Brière nie. Mais le président enfonce le clou avec un portrait très négatif. Brière est, selon les voisins, très intelligent mais dissimulé, sournois, froid et très orgueilleux. C'est un homme brutal qui frappe ses animaux. Il a des maîtresses et sa malheureuse femme est morte de chagrin. Brière dément tout. Il est innocent. Les 7 jours de procès n'apportent rien de nouveau. Comme le souligne l'avocat de la défense dans sa plaidoirie, rien n'a été prouvé. Il n'existe aucune preuve formelle de la culpabilité de Brière. Pourtant, le 23 décembre 1901, 1 heure et demie après s'être retiré pour délibérer, le jury revient avec une condamnation à mort. Le verdict à peine prononcé à Chartres, un journaliste du Petit Parisien se précipite rue de Ménilmontant à Paris, chez la sœur de Brière, où vit également Germaine, seule survivante de la fratrie. Quelle chance! Elles ne connaissent pas encore le verdict. Il a l'exclusivité de leurs larmes. L'avocat de Brière lui propose de se pourvoir en cassation. L'appel n'existe pas encore. Le condamné refuse. Les travaux forcés à perpétuité, il n'en veut pas. Il préfère mourir vite. Il n'est pas le seul à désirer sa mort. En une du journal Le Gaulois du 1er janvier 1902, le parallèle est fait entre Dreyfus et Brière. Après le triomphe du traître, lit-on, on voit poindre celui de l'assassin. En 1899, Dreyfus, faussement accusé de trahison, a été gracié par le président Loubet 5 ans après sa condamnation. Nombreux sont ceux qui le croient encore coupable. Le journaliste du Gaulois en est et vitupère contre la grâce présidentielle. Il s'insurge contre les émouvantes lettres de Germaine Brière à son père qu'on lit dans les journaux, dans le Petit Parisien par exemple. Elles cherchent à émouvoir l'opinion publique, alors que Brière est coupable. Il n'y a pas de preuves. Et alors, faudrait-il désormais ne condamner que les assassins pris en flagrant délit ? Même comparaison entre Dreyfus et Brière dans le journal La Patrie, qui condamne la mode, écrit-il, qui consiste à contester les décisions de justice. C'est maître Danet, bâtonnier de l'ordre des avocats, qui expose au président de la République les raisons qui justifient une mesure de clémence en faveur de Brière. La commission des grâces donne à l'unanimité un avis favorable à la commutation de la peine. Émile Loubet examine le dossier et ratifie cette décision. Selon une certaine presse, le président Loubet devient le protecteur patenté des infanticides. Brière échappe à la peine de mort, mais il est condamné aux travaux forcés à perpétuité en Guyane. Sur l'île du Salut, il n'aura de cesse de se déclarer innocent. On pourrait croire l'enquête finie. Dans les faits, elle l'est. Mais les partisans de Brière n'oublient pas qu'il a été condamné sans preuve et surtout sans mobile. Ah si, on a parlé d'une volonté de se marier avec la fille de son voisin Lubin qui était sa maîtresse. Il aurait mis ainsi la main sur sa fortune. Riche, Lubin ? En janvier 1909, sur son île de Guyane, Brière lit l'article d'un journal d'Eure-et-Loir qui raconte que Lubin vient d'être saisi et que ses meubles ont été vendus pour éponger ses dettes. Voilà une preuve que Lubin n'est pas riche et qu'il ne pouvait pas convoiter sa fortune.
Brière contacte son avocat pour demander la révision de son procès à la lumière de ce nouvel élément. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Pourtant, écrit le petit journal, l'innocent Brière est si persuasif que ses gardiens en seraient venus à douter de sa culpabilité. Le journal est tellement persuadé de son innocence qu'il envoie un journaliste visiter la famille Lubin qui vit désormais dans le hameau de Hoé, commune de Voves. Sont-ils toujours aussi certains de la culpabilité de Brière ? La mère Lubin exerce une véritable tyrannie sur son mari et sa fille. Le récit de la visite est assez drôle, mais rien ne change. Les Lubin sont certains de la culpabilité de Brière. Une autre tentative pour aider le condamné serait-elle possible ? Au moment du crime, les procédures d'empreinte digitale mises au point par Alphonse Bertillon, quoique déjà connues, rencontrent beaucoup de détracteurs. On ne leur accorde pas encore une grande confiance. Ensuite, la police y a recours dans plusieurs enquêtes, toujours avec profit pour la justice. On se souvient de l'affaire Schaeffer en 1902 qui a permis de démasquer l'assassin. En 1909, un article paru dans Le Matin propose qu'on tente cette méthode sur les traces laissées sur le couteau, le coutre de charrue ou les divers endroits où l'assassin a laissé des traces. La plupart des pièces à conviction existent encore dans un vieux coffre des combles du palais de justice de Chartres. Mais rien ne sera fait. En mars 1910, le petit Parisien, toujours lui, relaie la proposition du gouverneur de Guyane de réduire la peine de Brière à 15 ans de travaux forcés, car c'est un prisonnier modèle. Il quitterait le bagne dans 6 ans, mais pas la Guyane, où il resterait relégué. Mais moins de 3 semaines plus tard, c'est la mort d'Édouard Brière qu'annonce le journal. L'histoire de l'épouvantable quintuple crime de Corancé ne s'achève pas avec la mort de Brière. En juillet 1910, il revient à la une du Petit Parisien car un vagabond nommé Joseph Bourreau vient se présenter à la gendarmerie de Tours et déclare en être l'auteur. Est-il fou ? Cherche-t-il à mystifier la justice ? Son récit est pourtant très troublant. Il raconte qu'étant de passage en avril 1901 à Corancé, il alla demander l'hospitalité dans une ferme. 5 enfants le reçurent, le firent manger et le menèrent dans une grange pour qu'il passât la nuit. Lorsqu'il crut les petits endormis, il s'arma d'une hachette et d'un couteau de cuisine, pénétra dans la chambre, ouvrit la gorge des 4 plus jeunes, puis après avoir soutenu une lutte avec l'aîné, l'assomma à coups de hachette. Il fouilla ensuite les meubles, mais fut surpris par Brière qu'il frappa d'un coup de couteau. 2 jours après cette révélation, le petit journal doit publier un démenti. Joseph Bourreau est un fumiste et un menteur. L'affaire rebondit une dernière fois en août. Il se dit que Brière aurait été empoisonné. On ne saura jamais rien de plus, car l'affaire Brière, ou le quintuple crime de Corancé, disparaît de la presse. Elle laisse derrière elle un petit goût d'erreur judiciaire. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce aux sites Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutoui.